Bonjour et bienvenue chez Agora ici Télévision. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Arnaud Jacob Suissa, qui est professeur à retraite associé à l'École du travail social, Université de Québec à Montréal. Monsieur Suissa est auteur d'une centaine d'articles et de plusieurs ouvrages scientifiques sur le phénomène des dépendances. Il est l'auteur du livre Juifs berbères et sapagés, éloge de l'errance, publié chez les éditions du Marais. Monsieur Suissa, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, vous êtes auteur de ce livre Juif berbère et sapagé. Vous évoquez une identité multiple dans un premier temps, celle de votre double appartenance, juif et berbère, à la fois. Comment est-ce que cette double appartenance façonne-t-elle je veux dire, votre rapport au monde et à l'écriture? Comment elle façonne aussi votre identité en général? Oui, c'est une question intéressante et complexe aussi, mais je peux dire que je suis un peu la somme des liens que j'ai développés dans mon parcours de vie. Mais je crois qu'il faut toujours insister sur les racines, parce que je connais dans mon parcours de vie, je suis loin d'être le seul, que finalement, les racines sont toujours là pour rester et qu'on peut parler des feuilles, des branches. Si on prend la métaphore de l'arbre, les racines sont là pour rester. Et je trouve ça important de le ressouligner parce que j'ai vu autour de moi énormément de personnes qui ont mis en veilleuse leur première identité ou ce que j'appelle l'identité primaire, presque l'effacer, puis finalement, je trouve qu'ils n'étaient pas nécessairement heureux dans ce choix-là. Il y a, quoi qu'on fasse, c'est important de savoir d'où l'on vient. Ça nous permet de savoir un petit peu plus, de se rapprocher de là où on veut aller. Donc, mon identité est tout à fait harmonieuse avec ce que je vis, ce que je suis aujourd'hui. Très bien, excellent. Alors, bon, vous êtes né à Casablanca, hein, vous êtes né à Derb Gerwawi. Il faut être un Casablancais pur laine pour connaître ce lieu-là, Derb Gerwawi, qui est à Mellah, qui est Ouais, très, ouais. très connu, très, très animé comme rue, hein, qui était fréquentée par beaucoup de familles juives marocaines. Alors, ça dépend. Justement, vous avez vécu aussi en Israël, en France. Vous avez vécu au Canada aussi. Puis, votre livre semble naviguer entre mémoire personnelle et mémoire collective. Quelle place, justement, occupe la mémoire du Maroc dans votre réflexion sur l'errance, justement? Euh, Elle occupe une place centrale. Euh, Comme je l'ai dit, l'identité primaire, elle n'est pas négociable. Je pense que les gens peuvent consciemment ou inconsciemment essayer de transiger avec, mais elle est là avec nous. Elle est un peu notre ombre qui nous accompagne. Et je pense que c'est l'apprivoiser avec bien sûr le bon, le moins bon ou les parcours parfois moins glorieux. Ça nous permet quand même d'être en harmonie. Par exemple, pour moi, il y a deux grands piliers qui répondent un peu à votre question. C'est d'abord l'authenticité de soi, c'est-à-dire le fait d'être soi-même avec le pour, les contre. Et ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, on peut dire, c'est tout l'aspect du lien social, donc les connexions avec lesquelles on peut entrer en contact et qui nous permettent d'alimenter cette estime de soi, cette authenticité. Mais c'est un processus, c'est jamais fixé avec un clou. Mhm. C'est un travail sur soi aussi. C'est très affectif, c'est très émotionnel. Écrire ce livre, c'était un petit voyage aussi dans le monde intérieur. Et donc essayer de naviguer dans des mémoires, mais elles sont d'abord et avant tout émotionnelles et vives dans ce que nous sommes, et ça forge l'identité.
Et donc, pour moi, le Maroc occupe une place centrale par ma jeunesse, mon enfance. Et je vais encore régulièrement. Et novembre dernier, j'ai été encore à Dabel Gawaoui. J'ai été toujours parce que cet imaginaire que j'ai pu développer comme Mhm. enfant, tout enfant, est toujours vivant. Et alors je vais là, évidemment, c'est pas la même chose qu'avant, mais c'est là où j'ai vécu et je regarde ça avec beaucoup d'affection et je regarde comment les gens vivent aujourd'hui, après 60 ans, puisque j'ai quitté jeune, Mhm. et c'est quelque chose que j'enveloppe dans mon identité, si on peut employer ce terme-là. Ça m'appartient comme je lui appartiens. Très bien. Alors, bon, de manière générale, je veux dire, là, c'est un magnifique titre, hein, il faut s'entendre là sur ça. Jules Berbère et sa pagaie, éloge de l'errance, mais vous savez, il y a des symboliques, hein, il faut s'entendre là Bien sur sûr. le fait que la pagaie aussi, c'est la rame, hein. Donc là, qu'est-ce que symbolise pour vous la pagaie, Monsieur Suissa? Est-ce que c'est juste une symbolique du voyage, de l'effort? Oui, Parce que, oui. bon, dans un premier temps, moi, je pourrais Il faut peut-être d'abord, interpréter ça comme une symbolique de ces identités qui naviguent, hein, n'est-ce pas? exactement, exactement. Et donc moi, c'est d'abord le produit des échanges que j'ai eus avec les Premières Nations du Canada et du Québec et qui m'ont offert cette pagaie qui apparaît dans la première page du livre comme un cadeau. Et ça, c'est artisanal, c'est fait à la main pour me remercier des contributions qu'on a pu avoir avec les communautés, les diverses communautés des Premières Nations avec Mhm. lesquelles j'ai travaillé. Et donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important au niveau humain et au niveau universel. Et donc ce côté, j'embrasse l'universalisme le- au plus, au plus, au plus, au plus, au plus haut niveau parce que c'est l'avenir, il est là. Donc Parfait. c'est ça. On va faire une pause. Excellent. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Mon invité d'aujourd'hui chez Agora, Monsieur Amnon Jacob Suissa, qui est professeur et auteur, qui vient, qui a publié ce livre-là, Jules Weber et Sapagé, Éloge de l'errance. On va dire que c'est comme une autobiographie, une biographie. Bon, on va s'en parler, mais on va le faire après la pause. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Amnon Jacob Suissa, c'est mon invité aujourd'hui chez Agora. On parle roman, on parle littérature. Un livre fascinant à lire. Regardez, très belle couverture chez les éditions du Marais. Bon, on continue notre conversation avec vous, Monsieur Suissa. Alors, votre livre, bon, tout à l'heure, je parlais de biographie, autobiographie. Vous nous donnerez plus de détails à ce niveau parce que, hein, on convient que les mots aussi, ils ont la précision des mots, c'est nécessaire. Alors, votre livre est quelque part je veux dire, une biographie de votre parcours, de ce cheminement qui est le vôtre. On trouve aussi des photos à la fin du livre, des photos, bon, ce sont des souvenirs là de votre parcours là, et puis des souvenirs d'amis qui ont marqué ce parcours. Puis il y a des citations aussi qui parsèment votre livre, des passages. Je citerai entre autres celle-ci là de Louis Pasteur. Le hasard ne favorise que les gens bien préparés. Mhm. Alors, est-ce que vous étiez préparé justement à cette errance, Monsieur Suissa? Eh oui, j'adhère à cette vision de Louis Pasteur qui disait Mhm. le hasard ne favorise que les gens bien préparés. C'est-à-dire que je pense que on ne sait pas a priori ce qu'on va trouver. C'est les chercheurs, c'est comme ça. Et quelque part, je me dis, ben, tout enfant, j'ai essayé voilà, de naviguer vraiment, et j'ai erré, c'est le cas de le dire. Je me suis exposé à plusieurs expériences et des Mhm. environnements différents, autant culturels que sociaux.
Et effectivement, je réalise que les gens qui sont bien préparés, ce que Pasteur disait aussi, c'est qu'il faut être, comme on dit au Québec, bien patiné, hein, il faut être solide sur ses patins. C'est-à-dire, il faut quand même se préparer. Et que quand on se prépare, on crée un rituel. Et ce Mhm. rituel permet de prévenir des dérapages ou prévenir des imprécisions. Et donc, ça permet finalement de donner un sens aux choses qu'on met. Donc, euh, ça revient à dire que durant mon enfance, les rituels qui m'ont accompagné au sein de ma famille, de mon environnement, de mes matchs de foot avec tout le monde, eh bien, ce sont des points d'ancrage qui permettent d'installer une certaine préparation à la vie. Mais c'est vrai que euh, les gens qui sont mieux préparés de manière générale, quand il y a des occasions, des opportunités, ben, à ce moment-là, on peut parler entre guillemets d'un certain hasard Mhm. euh, qui est jusqu'à un certain point mieux géré pour traverser les obstacles de la vie. Et donc, Pasteur soulignait cela et il avait bien raison. Les gens qui, prenons par exemple les pauvres, les personnes pauvres ne pensent pas à demain, à l'horizon, leur futur, et quand ils essaient de voir très loin, ils ne voient pas très loin, pas parce qu'ils sont pas prêts à le faire, mais parce que les conditions d'existence les obligent à penser à aujourd'hui, ici et maintenant, pour pouvoir survivre. Et donc la projection dans le futur n'est pas là. Ce qui fait en sorte que la préparation elle est faible et donc ils se retrouvent souvent dans l'exploration des solutions, ils se retrouvent amputés finalement de beaucoup de possibilités, de moyens, de par leurs conditions objectives d'essayer de survivre. Et donc, quand aujourd'hui, je vais à Deblegelwawi et je vois la situation, je réalise que c'est un, un, un environnement difficile. Les gens vivent, voilà, c'est pas très très facile, mais en même temps, ils ont une grande richesse du lien social. La Tout à fait. densité des, ils sont ensemble. Il y a beaucoup d'entraide. C'est formidable. Donc, on peut, à partir de ces conditions voilà, qu'on ne peut pas prévoir, dans le sens, je reprends la phrase de Pasteur, du hasard, on ne peut pas tout prévoir. Heureusement d'ailleurs, sinon on n'aurait Mhm. pas d'art, on n'aurait pas de créativité. Il faut un peu dévier pour sortir de la norme. Parce que si vous restez dans la norme, on sait déjà, on est dans le prévisible. Or, l'art, la culture, c'est aussi naviguer dans, dans l'imprévisibilité de ce qu'on appelle la création. Et donc Ouais. voilà les liens qu'on peut établir avec les gens autour de nous. C'est un processus au fur et à mesure qui se construit. Parfait. Euh, Parlons de votre expérience, si vous voulez bien, pour ce qui est de votre implication, justement au niveau des communautés amérindiennes, on va dire. Vous en avez Okay. parlé plus ou moins Oui. dans votre livre. Ben, il y a même un chapitre ici, vous avez accompagné d'une belle citation de Coluche. Alors, donc justement, votre expérience dans le Nord québécois avec les Mhm. Premières Nations. Et vous intitulez d'ailleurs ce chapitre Le Nord québécois entre les encyclopédies et le poker. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a apporté cette expérience. Puis surtout, bon, il y a cette magnifique citation encore de Coluche. Permettez-moi de la citer. Je suis très fan, moi, des citations, vous savez. Alors, pour critiquer les gens, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les aimer. Et je pense que c'est un peu le résultat de ce parcours que le vôtre. Oui, oui, je trouve absolument, Monsieur Benkeran, ce que vous mentionnez est très précieux, effectivement, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais ce que je sais, c'est que ça m'a complètement bouleversé dans mon équilibre d'être devant des détresses aussi fortes
aussi intense et aussi fréquente dans le temps quand on rencontre les Premières Nations du Canada et du Québec, évidemment. Rares sont les personnes qui sont au courant de tous ces enjeux d'exclusion et d'infantilisation de ces populations. Très bien. Alors, parfait. On va faire une pause et on revient pour continuer la conversation avec notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, monsieur Arnaud Jacob Suissa, sur ce livre fascinant, Juif Berbère et Sapagé, éloge de l'errance. On vous retrouve. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Arnaud Jacob Suissa, par littérature. C'est mon invité chez Agora aujourd'hui, à ici Télévision. Alors, bon, à la lecture du livre, Monsieur Suissa, bon, ça aussi entre réflexion personnelle, méditation culturelle, puis il y a un peu de l'essai aussi. Alors, est-ce que pour vous, au départ, vous avez essayé ou tenté, je veux dire, d'aller justement avec ce mélange des genres, tout en écrivant votre livre? Est-ce que c'était ça le but? Ou bien vous vous êtes dit, bon, je vais parler de ce parcours, et puis ça va Ouais. être spontané, et puis tous les genres littéraires vont être dedans, là. Oui, bon, c'est une démarche que je n'avais pas fait auparavant. J'ai écrit bien sûr des livres, mais plus scientifiques ou académiques. Mais là, Mhm. il faut rentrer dans le... Il y a raconter et se raconter. Parce que le récit autobiographique nous oblige, qu'on le veuille ou pas, à parler de nous-mêmes. Hein, et donc, il faut explorer aussi ce qu'on peut dire versus ce qu'on peut pas dire. On peut pas tout dire, comme vous le savez. On est obligé un peu de se restreindre, mais il y a aussi au niveau éthique, il y a des choses à respecter. Je peux pas parler des personnes sans nécessairement avoir leur accord. C'est aussi d'abord ce récit, c'est d'abord un hommage à ma famille, à mes amis proches, parce que pour moi aussi l'amitié est extrêmement importante euh, dans ma Très démarche bien. et dans mon parcours. Bon, Donc le alors, côté, pardon, oui, oui, je vous en prie, allez-y. c'est que en fait, la nostalgie, par exemple, c'est quelque part un fil d'Ariane qui nous rappelle que notre passé, quoi qu'on dise, peut être quelque chose de précieux à conserver et qu'on peut pas laisser disparaître tout en disant ben les gens s'en rappelleront. C'est pour ça que l'écriture devient une démarche de témoignage finalement juste dans l'histoire que que par exemple le parcours, mon parcours, mais de plusieurs milliers de juifs marocains qui étaient là, qui ont vécu là, est toujours fêté et avec un lien d'attachement qui est extrêmement fort par rapport à ce que j'ai dit auparavant, à savoir nos racines. Et les racines, c'est quelque chose qui nous permettent finalement de bien nous asseoir, de bien garder cet équilibre-là, aller dans l'ailleurs pour mieux revenir. Mais voilà. Et donc, je trouve que j'ai eu ce privilège de rentrer un petit peu dans le côté affectif. Il y a l'affect, il y a les émotions, les sentiments. Ce que je n'ai pas, que je suis pas obligé de faire quand j'écris un livre scientifique ou un chapitre de livre. Très bien, parfait. Euh, bon, alors, après plusieurs décennies d'exil, plusieurs années, je veux dire, comment est-ce que vous percevez présentement, euh, je veux dire, votre expérience de l'exil? Quel est le regard que vous y jetez maintenant, monsieur Arnaud Jacob Suissa? Je, pour moi, l'exil n'est pas quelque chose de négatif a priori. Je pense que explorer des avenues périphériques ou qui nous interpellent fortement, euh, c'est c'est- c'est une démarche bien sûr personnelle, mais c'est en savoir plus sur qui nous sommes et aussi pour témoigner du moment de l'histoire. On vit pas éternellement, évidemment. Donc, notre rapport au temps et à l'espace
entre guillemets, il est limité. On sait que notre fin, elle est prévisible et quand les Américains appellent ça le best equalizer, enfin, Mhm. l'égalisateur parfait. Donc, l'exil, pour moi, c'est quelque chose qui était positif et qui reste positif pour moi. C'est pas évident pour tout le monde de laisser les gens qu'on aime et de partir. C'est aussi des traumatismes partagés, parce que, par exemple, quitter comme j'ai quitté le Maroc et laisser mes parents comme ça, dans le livre, je l'appelle, j'ai quitté ça comme un voleur, donc je sais avec le temps le mal ou le traumatisme que j'ai pu causer à mes parents. Mais aussi, eux aussi ont été traumatisés, donc quelque part, je reconnais ce côté. Donc oui, l'exil, il y a un prix, mais c'est pas exiler pour s'exiler, c'est garder son équilibre finalement et être bien dans sa peau. C'est ce que j'appelle la fameuse authenticité, là, essayer d'être le plus authentique possible et avec les liens sociaux, l'importance que ça a pour garder notre équilibre psychique, physique et mental. Quand on a ces deux-là, on peut passer à travers les turbulences ou les obstacles de la vie. Oui. Et donc, dans ce sens-là, moi, ça m'a permis d'aiguiser mes, mes résiliences que je ne connaissais pas ou Mhm. dont je ne connaissais pas l'ampleur. C'est formidable parce que autant j'ai été en détresse partagée avec les Premières Nations, autant je repars avec mes premières racines, avec de beaucoup d'affection envers le Maroc que je visite encore Très bien. régulièrement. Voilà. Que vous visitez de manière régulière. Mais permettez, je voudrais pas, parce qu'il reste à peu près 30 secondes pour l'émission, mais j'aimerais que vous commentez cette magnifique citation, encore une fois une citation là, hein, de votre père Isaac Suissa, en 30 secondes, Monsieur Suissa, qui vous a dit, là où tu mets la tête, tu la trouveras. Commentaire. Oui, oui, effectivement. Effectivement, si vous canalisez les efforts dans tout ce que vous faites et vous attribuez du succès aux gestes que vous allez poser, vous allez réussir. Les personnes scientifiquement prouvées, effectivement, vous canalisez les efforts au bon endroit, en général, ça repart. Eh ben voilà, c'est dit. Juif berbère et sapagé, éloge de l'errance, mesdames et messieurs, de notre invité aujourd'hui, Monsieur Amnon Jacob Suissa. Merci beaucoup, Monsieur Suissa, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, mesdames et messieurs, de votre continuel intérêt. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous, jeudi à 15h30, toujours chez Agora, ici Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.